bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Gecko et bienvenue sur mon premier podcast. C'est un podcast de débrief, de recommandations spécialisé sur le manga. Je vais préciser un peu après pourquoi est-ce que je le fais spécialement sur le manga et pourquoi je le fais maintenant. Voilà. Et déjà, premièrement, c'est un podcast que, donc, si vous êtes habitué à la formule, bah, vous savez comment ça peut s'écouter. Soit l'écouter tranquillement avant de vous coucher, vous pouvez l'écouter à peu près tout, n'importe quand. Voilà, donc c'était un moment utile à placer. et, en fait, j'ai décidé de faire ce podcast pour deux raisons distinctes. C'est que j'ai une amie à moi qui fait des vidéos où elle fait ses débriefs de lecture et ses recommandations. Et en vrai, ça me donnait grave envie, sauf que je n'ai pas les testicules pour me mettre face cam, donc j'ai décidé que plutôt je vais vous donner ma voix. Enfin, pas proprement parler, sinon ça serait très étrange et je ferais juste comme dans La Petite Sirène. Je me suis complètement perdu. Et je vais plutôt juste le mettre en format podcast parce que déjà j'aime beaucoup les podcasts et en plus parce que ça c'est un premier, donc c'est perfectible et voilà quoi. Ça peut toujours être intéressant de vous donner mon avis tout simplement. Et autre chose que j'avais à vous dire, c'est que cette vidéo, c'est le deuxième point, si je la fais en ce moment, parce que comme vous le savez, nous sommes en période de confinement, et beaucoup de sites et d'éditeurs laissent sur leur site internet des tomes 1 en libre accès complet, des tomes 1 de manga en libre accès complet. Donc je vais faire un peu un listing des éditeurs que je vois en tout cas actuellement qui le font. Donc il y a Soleil, Glénat, Akata, Pika, Kazé, Delcourt, Kana. Voilà, il y en a certainement d'autres, mais en tout cas c'est ceux que j'ai devant les yeux. Et j'en ai lu pas mal là récemment. Je l'ai appris il y a 4 jours avec un article que j'ai essayé de vous le mettre en lien. Et justement, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de vous faire peut-être genre découvrir des trucs que vous connaissiez pas en manga, de vous donner mon avis dessus. Et parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de séries qui sont en vente dans le commerce et trouvables autrement sur internet par d'autres moyens, voilà, mais que habituellement je serais jamais allé lire parce que franchement, genre j'ai toujours un peu la flemme. Mais là, le fait que ça soit en libre accès comme ça et grâce aux éditeurs, donc merci à eux. Même si je pense qu'il y a une logique après de t'as lu le tome 1, donc tu vas avoir envie de lire la suite et donc d'acheter la suite. Après, voilà. En tout cas, merci à eux parce que ça me permet de découvrir des séries que habituellement j'aurais certainement pas été voir. Donc moi, très clairement, j'en suis super content. Et surtout en cette période. Voilà. Et si j'ai décidé de le faire spécialement pour les mangas, c'est parce que, alors, je vais pas me comparer du tout, mais c'est juste que à la base, je voulais le faire sur manga, cinéma, série. Sauf que la majeure partie des trucs que je regarde, il y a déjà le meilleur pour moi youtubeur monteur de France de critique, d'analyse, d'essai que je vous conseille absolument, mais je pense que vous connaissez déjà, qui est Alfie, qui fait un podcast que vous pouvez trouver sur YouTube, sur Spotify, tout ça, et qui est excessivement cool. Donc allez écouter ça, allez voir ça justement, allez écouter ça. Il parle beaucoup de films et de séries, et de jeux vidéo aussi, mais rarement même je crois jamais de manga. Après je peux me planter. Et donc justement, vu que je consomme beaucoup de films et de séries, un peu de jeux vidéo, mais que je lis aussi pas mal de mangas, je me dis ça peut être complémentaire pour des personnes qui aiment bien les mangas, les films, les séries, tout ça. Bref, je me perds. Donc, je vais faire un débrief de ce que j'ai lu, sachant que je n'ai pas eu encore trop le temps de lire beaucoup, étant donné que ça fait 4 jours que je me suis rendu compte de cette offre, et je crois que j'ai lu 10 mangas, donc
En vrai, c'est pas mal déjà, mais c'est pas beaucoup non plus. Après, je ne vais parler exclusivement que de mangas que j'ai découvert pendant cette période et non pas de mangas que je connaissais déjà avant ça. Donc par exemple chez Kléna, je ne vais pas parler. Je sens que je vais être obligé de couper un peu au montage et ça me coule. De Team Medical Dragon, ni de Kenshin. C'est Akata. Non, Delcourt, je ne vais pas parler de Love Delima, ni de Food Wars. Chez Soleil, bah, j'en avais lu aucun, mis à part regarder l'animé de Prison School. Chez Kana, franchement, il y en a beaucoup trop que je connaissais déjà un peu en avance, mais je vais essayer de les dire quand je les vois. Otaku, Gamaran évidemment. Il y en a tellement. Ah putain, Kana, je tiens à dire, a le catalogue le plus fourni d'offres. Je crois qu'il y a une cinquantaine, entre 40 et 50 mangas qu'on peut lire. Donc merci à eux. Donc ni Deadman Wonderland, ni Q-Mystery, que j'avais déjà lu, que même si ça je vous conseille. Et chez Pika, je ne parlerai pas de l'Atelier des sorcières, et Dieu sait pourtant que j'aimerais beaucoup parce que je trouve ça ultra intéressant. La magie, la manière dont c'est fait, c'est représenté, je trouve ça super cool. Seven Deadly Sins, dont je vais pas parler non plus, et pas si triste que ça, parce que franchement, même si le tome 1, même si le tome 1 est cool, voilà. Noragami que j'ai pas beaucoup aimé, et ça Dieu sait que je me suis fait frapper des fois pour ça. Et l'Attaque des Titans tome 1 que je ne vais pas parler non plus parce qu'évidemment je connaissais déjà. Je ne vais pas parler non plus de Orange chez Akata, ni de Magical Girl Site chez eux. Et chez Kazé, je sais que je n'ai strictement rien lu mis à part Promise Neverland et Bestiarius. C'est tout. Donc voilà, dans ce catalogue là, je ne vais pas parler de ça dans tous les cas. Par contre, je vais parler de Claymore, un peu de Neuro, un peu de Sakura, la princesse Sakura, pardon, Ex-Arma, Bloom Into You, Fire Force, Witchcraft Work. J'ai un accent anglais magnifique quand je lis. Mon colloque d'enfer, Eden Zero et Game. Et ah oui, j'ai oublié de le préciser parce que je l'ai lu dans les 15 dernières minutes. Je vais parler de Night of Sidonia. Voilà. Et je vais essayer d'en parler dans l'ordre chronologique de lecture. Donc c'est pas du tout l'ordre que j'ai marqué parce que là c'est l'ordre de ceux que je me rappelais et que j'ai trouvé sur les sites. Donc je vais parler dans l'ordre en premier de Claymore et en dernier de Night of Sidonia parce que j'ai lu il y a 15 minutes tout simplement. Donc sinon ça n'aurait aucun sens. Très bien. Donc on va commencer par parler de Claymore. Alors Claymore c'est un manga chez Glénat et là le truc c'est que vraiment je ne savais absolument rien. Alors je connaissais déjà l'auteur parce que il avait fait un manga, je crois qu'il s'appelait L'Ange Tetsuki, un truc comme ça, que j'avais découvert grâce à Pose Manga et j'avais un peu lu derrière et je savais que graphiquement je savais à quoi m'attendre. Le manga, si je dois commencer par un bon point, c'est que si vous aimez que ça soit super bien dessiné et que genre ça soit très beau, ça va être un peu difficile à lire parce que c'est pas toujours super bien dessiné et il y a beaucoup de personnages qui se ressemblent et qui sont juste des copies-calques. Mais si vous pouvez être capable de dépasser ça, et bah franchement c'est assez sympa. J'ai rien d'autre à dire. J'ai pas grand chose d'autre à dire. En vrai c'est très cool et ça fait, même si je dis que je ne savais rien du tout, ça fait un moment que je voulais le lire. Et pour vous dire à quel point je ne savais rien du tout, c'est que je confonds toujours Claymore et Dr. Greyman, parce qu'ils sont tous les deux publiés chez Ghana et que dans mon magasin de manga, ils étaient toujours placés à côté de l'un de l'autre. Ça ne sert à rien, mais vous le savez. Donc je suis arrivé et quand j'ai lu, j'ai découvert le truc et franchement, c'était très sympa. Je sais pas trop quoi vous dire. C'est de la dark fantasy, pas comme du avec. Ouais, non, c'est pas comparable. J'avais comparé à Berserk, mais non, c'est pas comparable à Berserk. En fait, le plus gros problème de ce manga, c'est que c'est pas tant le dessin, parce qu'en vrai, à partir du moment où tu t'es habitué au trait, ça passe et qu'il n'y a pas tant de. C'est des fois très mal dessiné. T'as des moments où le bras, il est. On dirait moi sur After Effects quand je veux faire de l'animation, donc bon. Mais, comment dire, c'est pas si moche que ça la plupart du temps.
Et il y a des vrais bons moments, mais par exemple, les scènes d'action et de combat, et c'est là où en fait ça pêche un peu, parce que tu sens la puissance du personnage, mais genre, je me doute qu'on est au début du manga, donc c'est logique, mais la majeure partie des affrontements se règlent en 2-3 coups d'épée, et en quelques cases, donc c'est un peu dommage. Après, c'est logique, parce que c'est pour montrer la supériorité des Claymore face aux autres, mais en soi, c'est genre, c'est pas très spectaculaire, et très clairement, c'est les phases de combat où je faisais juste, ouais, je passais à autre chose, et j'ai plus envie de découvrir et de voir les relations entre les personnages qui parlent ensemble, tout ça. Et bah, en vrai, c'est plutôt bien, parce que c'est vraiment un manga un peu d'action où j'avais envie de vivre un moment avec les personnages, donc moi ça me va. Genre, même si leur personnalité est plutôt classique dans un univers de ce type, franchement, c'est quand même plutôt cool. Je trouve tout le monde plutôt attachant, en tout cas dans le tome 1, ce n'est que le tome 1, je tiens à le préciser. Voilà. Donc, franchement, ça se lit assez facilement. Il y a des bons moments dramatiques, même si c'est très souvent très éculé, sauf peut-être le dernier chapitre du tome 1 et encore. Mais en soi, je vous dirais, vous pouvez les lire, ça se lit assez facilement. Voilà. Même s'il y a les défauts que j'ai cités. Le deuxième manga que j'ai lu, lui, alors, petite précision donc, je sais pas si j'ai dit Claymore, c'était chez Glénat. Glénat qui a un système de un tome par jour, et tu peux le lire pendant 48 heures et après tu n'auras plus accès. Donc là, Claymore, vous n'y avez plus accès. Alors que chez Kana, tu y as accès, je crois, depuis 20 avril, un peu après, jusqu'au 1er mai. Et tu as 54 tomes. Donc, non pas 54, t'en as une cinquantaine, quarantaine. Et franchement, t'as pas mal de trucs. Et t'as beaucoup de choses qui me donnaient envie. Donc, allez-y. Et justement, dans les trucs qui me donnaient envie, il y avait Witchcraft. Alors, je ne peux pas vous expliquer pourquoi ça me donnait envie, parce que, franchement, je sais pas spécialement. En fait, je connais l'explication. J'avais hésité entre Witchcraft et Youkolder. Youkolder, voilà. Et j'avais hésité entre ça et Witchcraft, et que, bon, c'est sympa, Youkolder, mais bon. Et en vrai, je trouve que la couverture est très belle, donc je me suis dit, il est en gratos, pourquoi te priver? Vas-y. Et donc, Witchcraft... et bah j'ai pas beaucoup aimé. En vrai, c'est pas si mal. C'est juste que j'aime pas beaucoup. Disons que... ah putain, je saurais pas trop expliquer pourquoi j'ai pas trop aimé. Et en vrai, si, c'est sympa. Mais c'est tout. C'est pas extraordinaire. C'est là où est le problème, genre... Je peux pas trop vous dire pourquoi. Disons que ça manque de saveur, hein. Franchement, en gros, le principe, je vais essayer de moins spoiler possible, c'est... on est dans un monde, on est au Japon, dans cet univers-là, il y a des sorcières, il y a deux camps qui se foutent sur la gueule, et il y a un personnage principal qui est, ma foi, qui a l'air moins agaçant que la majeure partie des personnages de harem que j'ai l'habitude de me taper, et qui, là, prend des décisions, bon, de merde, mais bon... Mais en fait, c'est peut-être ça le problème. C'est juste, sincèrement, c'est juste que le personnage principal, franchement, je m'en bats les couilles. Et que l'héroïne aussi, je fais, franchement, je m'en branle. J'ai pas tellement de sympathie pour ces deux personnages-là. Et limite, j'avais plus de sympathie pour comprendre le mystère de pourquoi est-ce qu'ils devaient absolument être protégés, tout ça. Et en vrai, après, c'est parti sur une malédiction de l'apocalypse. L'apocalypse, je sais plus le prononcer. Putain. Donc, c'est parti sur non, pas une malédiction, mais enfin, on n'en sait rien. Il y a un mystère derrière, mais c'est pas intéressant, je trouve, spécialement. Les dessins sont cool. Franchement, il y a des bonnes idées sur les combats, sur les magies des combats. Franchement, le début, il y avait un moment qui m'a fait beaucoup rire avec, petits spoilers, il y a une meuf qui se bat en invoquant des lapins. Donc moi ça me parle. Mais genre des lapins, genre, comprenez, des mascottes qui font 2 mètres et qui sont tout mignons et qui ont envie de te buter et qui sont littéralement des peluches. Mais genre, franchement, moi ça me fait beaucoup rire. Mais sinon, mis à part 2-3 idées dans les combats,
disons que ça manque un peu. C'est à la fois il y a des trucs un peu originaux dedans, genre ces combats-là, même pas la personnalité de l'héroïne. Je trouve qu'il y a un gag qui fonctionne, c'est quand il y a un personnage qui arrive et qu'elle est en train de torturer des gens. Bref, mais sinon ça manque de saveur, franchement, je trouve. Ce qui n'est pas le cas par contre du suivant. Oui, je sais, je suis un fin transiteur, je sais pas, parce que on va justement parler là du manga suivant qui est lui Fire Force, qui est aussi publié chez Kana. Et Fire Force, je n'ai même pas du tout les mêmes propos à tenir, parce que Fire Force c'est un manga Neketsu classique, sauf que il a une originalité, on bute des gens, point. Et en fait, bon, pour expliquer le principe, on vit dans un monde qui est très semblable au nôtre, sauf que on est un peu dans du entre guillemets steampunk, un peu graphiquement, je trouve. Voilà. Mais du jour au lendemain, genre, d'un moment à l'autre, tu prends une combustion spontanée, tu deviens un monstre enflammé et tu crames tout le monde autour de toi. En gros, t'es une torche humaine, et le principe, c'est que t'as une force spéciale qui est chargée d'arrêter ces personnes-là. Et on commence en fait avec un héros qui veut devenir... qui veut combattre qui veut combattre justement ces personnes-là, les Fire Force. Enfin, non, putain, qui veut combattre justement les torches humaines, et qui décide de rejoindre les Fire Force. Parce que dans son passé, ce qui s'est passé, c'est que il a été accusé d'avoir tué sa famille, parce qu'il est capable de contrôler de déclencher du feu, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste un manga Neketsu. Alors Neketsu, c'est genre Naruto, One Piece, c'est-à-dire que ça suit un peu entre guillemets le chemin très, mais genre quasiment la lettre près le cycle du héros. Le héros au milieu d'un visage, pardon. Donc ça suit franchement, mais pas mal de codes, ça. Mais là où c'est intéressant et que c'est plutôt malin, c'est que ça tue des gens, tout simplement. C'est que les ennemis, en fait, ce sont des personnes du quotidien qui, du jour au lendemain, prennent feu et qui... C'est tout. C'est genre, ça peut être... Imagine d'un seul coup, il y a ta femme dans ton lit, elle prend feu spontanément, et elle bute tout le monde autour d'elle, et genre elle fait ça parce qu'elle souffre de fou et qu'elle a perdu raison. Et c'est hyper malin, parce que ça garde un esprit extrêmement un peu genre enfantin Neketsu, mais putain, c'est une super idée un peu de renouvellement. C'est-à-dire que genre ce qu'on fait, les combats qu'on mène, et c'est pas foncièrement genre on n'est pas foncièrement les grands gentils de l'histoire, c'est on tue des gens, même si on est obligé, et t'as un passage qui le justifie d'autant plus dans le tome 1, et qui est super fort, donc là, spoiler absolument, donc je ne peux pas mettre de time code, désolé, donc si vous voulez pas, arrêter et aller le lire, il est en libre accès jusqu'au 1er mai, et il y a un passage que je trouve ultra fort dedans, c'est quand l'équipe, en gros, est obligée de s'occuper d'un père qui s'est transformé en torche humaine, et que on apprend un chouïa plus tard que la mère 2 ans plus tôt s'était transformée en torche humaine, et que la fille est tétanisée que ça lui arrive que ça lui arrive de se transformer en torche humaine, parce qu'elle fait mes 2 parents se sont transformés, donc je vais moi-même me transformer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le père, genre, il reste bloqué sur sa chaise parce il essaye de se contrôler au maximum, et genre il le bute dans le dos. Parce que pour éviter que ça se propage et pour arrêter de le faire, entre guillemets, souffrir dans l'histoire. C'est hyper malin. Parce que, très clairement, genre, je trouve toujours qu'il y a mis à part 2-3 mangas qu'on pourrait considérer comme Neketsu, de très très loin, et je vais même pas les citer parce que sinon ça serait un affront, mais j'aimerais beaucoup en parler beaucoup faire une vidéo dessus pour expliquer mon point de vue. Il y a toujours un propos sur la violence qui est, dans les mangas, je trouve, extrêmement basique et peu développé. C'est-à-dire toujours, les ennemis, c'est des ennemis, point. C'est manichéen, voilà. Alors que là, certes, c'est encore un peu manichéen parce que ce sont des personnes qui veulent faire du mal, sauf pas dans le cas où j'ai expliqué, sauf que là, c'est des personnes quotidiennes et qui, genre, c'est pas leur faute, c'est juste que, d'un seul coup, ils pop-up en mode vénère et torche humaine, et ça les rend tarés.
C'est ultra intéressant et c'est ultra intelligent. Je viens juste de le découvrir. De ce que j'ai lu après, par contre, ça part plutôt sur des trucs plus classiques avec un peu une organisation méchante, tout ça. Mais putain, c'était ultra cool. Je vous le conseille. Et franchement, ça m'a mis un peu du baume au cœur. Même si c'est très triste, hein, à des passages. Voilà, et le développement du personnage principal est ultra intéressant. Il y a vraiment un truc aussi sur ça. Et même si on retombe un peu dans des trucs à la Naruto sur le fait que même s'il est détesté de tous parce qu'il a là très clairement lui c'est le démon pour eux, et bah ça reste super intéressant, donc je vous le conseille. C'est extrêmement malin et vraiment c'est cool. On va passer tout de suite au suivant, et le suivant j'ai pas spécialement envie d'en parler parce que j'ai pas aimé du tout. C'est Game, c'est un manga publié chez Akata, et Akata, bah, ils avaient mis des trucs plutôt cool avant, je tiens à le préciser. Ils ont mis Orange, qui est un manga très cool. Magical Girl cite que bah, si vous êtes dans le délire des Magical Girl of the Dead, franchement, allez lire, c'est gaulerie. Moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Ils ont mis Mon Nom, le mari de mon frère, que j'ai pas encore lu, mais qui avait l'air plutôt cool. Franchement, genre, comme ça, je me dédouane un peu, mais Game, j'ai détesté. Je trouve que bah, c'est un peu malsain quand même. En gros, c'est l'histoire d'une meuf qui est une acharnée de travail, pardon, et qui se fait plaquer par tous ces mecs parce qu'elle ne pense qu'au boulot. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, il y a un nouvel employé qui arrive, et ce nouvel employé qu'elle doit former, il est un peu chaud de la bite et il a envie de se la faire. Pour faire simple, ça parle de ça. Je trouve ce manga glauque. J'ai pas beaucoup aimé, j'aime pas beaucoup de personnages, sauf l'héroïne que je trouve pas intéressante parce que j'aime bien ce type d'héroïne qui, bah, en gros, elle a juste envie de taffer parce que bah, elle aime bien taffer, et voilà, mais je trouve le personnage à côté insupportable. C'est tout. Donc, je vous le conseille pas, j'ai vraiment pas aimé, et j'ai hâte de lire d'autres trucs de Akata pour en dire du bien parce que franchement, c'est vraiment. Non, c'était pas fait pour moi et voilà. Donc j'ai pas aimé. Je trouve que le personnage, les personnages, il y a une relation ultra glauque qui se crée, mais après je sais pas si j'ai juste très mal perçu tout et que genre c'est plutôt bien écrit et c'est juste parce que j'ai un manque de connaissances en relations sentimentales extrêmes, ce qui peut être le cas, hein, voilà, je ne le cache pas. C'est juste, mais j'ai trouvé ça horrible. Le prochain, eh ben c'est un Yuri. Alors, Yuri, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des romances entre filles. C'est des mangas de romances entre filles. Et bah, putain, c'était mon premier Yuri. Eh putain, j'ai oublié de préciser le titre, quel con. C'était publié chez Canard. Et ça s'appelle Bloom Into You. C'était trop choupi. Sincèrement, c'était trop mignon. Je viens de terminer récemment High Score Girl, c'est ça. Et dans le début de High Score Girl, je me disais vraiment la relation, elle est trop mignonne. Et bah là, j'ai retrouvé cette sensation-là où je faisais, c'est vraiment trop mignon leur relation. En gros, pour faire simple, c'est l'histoire d'une meuf. Je suis désolé, je ne vais citer aucun prénom, c'est un des fardeaux de ma vie. Je me rappelle d'aucun prénom. Oui, je m'en rappelle pas. Donc, c'est l'histoire d'une meuf qui vient de rentrer au lycée. Et en gros, pour faire simple, elle ne s'est pas encore inscrite à un club. Il y a un de ses profs qui lui dit va t'inscrire au conseil des élèves. Mais quelle drôle d'idée il a ce prof. Pourquoi s'inscrire dans ça? Bref. Donc, elle y va. Elle rencontre une meuf qui en gros, il y a un mec qui lui fait sa demande pour sortir avec elle. Elle fait non merci, je ne suis pas intéressée par la moindre relation actuellement. Veuillez partir. C'est ce que m'ont dit toutes les filles avec qui j'ai demandé de sortir d'ailleurs. Mais justement, là, ce qui est intéressant, c'est qu'elles discutent un peu et il y en a une qui avoue à l'autre que elle aussi, il y a un mec qui lui plaisait au collège, qui lui a fait sa demande en fin de collège. Donc pour eux, c'est
avril, et qu'elle a toujours pas donné sa réponse. Et là, en gros, elle dit qu'est-ce que je dois faire. Elle lui fait bah suis tes sentiments, donc elle le rejette. Et après, elle discute un peu. Et là, ce qui se passe, c'est que la meuf qui ne cherchait aucune relation lui dit, en gros, elle est charmée par la nouvelle. C'est ultra clair, mon résumé, je le sais. Et elle tombe amoureuse d'elle. Et c'est à peu près tout, l'histoire. C'est tout. Et franchement, en fait, ce qui est super bien, c'est que bah, tu comprends et tu crois en la relation. C'est ultra mignon, c'est très bien écrit. Il y a des vrais trucs sur des réflexions amoureuses, tout ça. Et franchement, c'est vraiment un truc qui m'a plu. C'est mon premier Yuri. Et j'ai pas été déçu. Parce que la question, c'est pas. La question. Non, non, non. Le truc important, c'est est-ce que c'est un Yuri ou non. C'est est-ce que la romance est bien. Et là, franchement, oui. Parce qu'il y en a une qui est très très amoureuse de l'autre, mais qui l'autre, bah, c'est pas réciproque. Et ils vont après, elle va essayer de lui laisser de l'espace, tout ça, et lui dire peut-être qu'un jour ça viendra tes émotions pour moi, mais au pire des cas c'est pas grave, laisse-moi juste aimer dans mon coin, ça me suffit. Et l'autre qui se dit que putain, aimer ça doit être un truc super cool parce que bah quand elle la voit l'autre, bah, elle fait waouh, bah, ça a l'air trop cool. Et elle cherche à avoir ces émotions-là. Il y a des vrais questionnements sur l'amour. C'est trop bien. Franchement, c'est ultra bien écrit, c'est ultra mignon. Les personnages sont tous intéressants, logiques et attachants. Franchement, allez le lire. Si vous avez jamais lu Yuri de votre vie, et je ne peux que vous le conseiller parce que c'était mon cas aussi. Et j'ai adoré. Le suivant dont on va parler, parce que j'ai complètement oublié les numéros, c'est Ex-Arma. Alors, Ex-Arma, c'est un manga publié, je crois, chez Delcourt. Et j'ai lu quelques mangas Delcourt. Ouais, que quelques. Si, en fait, il y a un de mes mangas préférés qui est publié là-bas, mais je vais pas le citer parce que l'édition est dégueulasse en France. Et vraiment, c'est ignoble. Et quand tu en parles à des revendeurs de mangas, ils te disent, bah, en fait, si tu arrives à l'avoir en bonne qualité et en. Comment dire en occasion, franchement, on te le rachète quasiment au même prix parce que le manga se détériore de fou. Je vais pas le citer parce que voilà, je vais pas me créer de problème. Et franchement, c'est l'une des pires éditions en France et ils le vendent, je crois, 7,60. C'est une honte. Et maintenant, il a arrêté de publication. Donc voilà, mais vraiment, c'est. Pourtant, putain, Delcourt, ils ont fait Ascension aussi et c'était une bonne édition, Ascension. Ascension, je vous le conseille en manga papier. En format papier acheté parce que franchement l'édition est plutôt bien. Donc là on va parler de Ex-Arma. Et Ex-Arma, c'était sympa, pas grand chose d'autre à dire, c'était pas révolutionnaire. Alors Ex-Arma, je sais pas si je vais pouvoir arriver à résumer sans spoiler. Non, c'est pas possible de résumer sans spoiler, donc je vais résumer. Donc si vous voulez lire Ex-Arma, bah allez-y. Moi je vous dis juste que je trouve c'est franchement, je pense pas que j'irai acheter les autres tomes, mais c'était sympa. En gros, Ex-Arma, ça parle de. Alors, c'est un lycéen. Je ne peux pas citer son prénom parce que j'ai une mémoire de merde. Donc c'est un lycéen. Et il peut pas toucher à des écrans parce que sinon son cerveau il est kéblo. Par contre, il peut réparer quasiment tout. Un jour, il a un accident où il se fait renverser par un camion. Et 30 ans plus tard, voire plus, en fait on sait toujours pas, donc dans le futur, en gros il devient un Ex-Arma 00, il devient l'ex-Arma 00, où en gros c'est un cerveau dans une machine. Et c'est un cerveau qui a la capacité de contrôler tous les autres éléments. Comment dire? Pas tous les autres éléments. C'est un cerveau qui a lui, son cerveau, il a la capacité de contrôler tous les éléments électroniques autres. Et voilà, ça parle de ça. Et en gros, il travaille avec un bataillon qui essaye de récupérer tous les ex-Arma. Et c'était pas bien. Enfin, si, c'était. Disons que c'était pas nul. Ce que je pourrais pas dire de game par contre. Mais franchement, c'était sympa sans plus. En vrai, il y a des bons trucs, genre.
non, en fait, je sais pas trop quoi dire dessus vraiment, donc je vais juste conclure très vite. En résumé, c'était un peu gore pour pas grand chose. Il y a un mystère derrière qui peut être intéressant si vous aimez. Il y a des trucs sur de la robotique, tout ça, donc si vous aimez, il y a des meufs un peu à poil. Euh, c'est tout. Franchement, c'est pas folichon de fou. Donc si vous voulez aller le lire, bah allez le lire. Moi, je peux pas trop vous le conseiller. Franchement, je pense pas que j'irai acheter après ça. Mais en vrai, le mystère a l'air plutôt intéressant. L'univers a l'air sympa, mais franchement, de là à acheter tous les tomes, non. On va parler de Mon colloque d'enfer. Alors, Mon colloque d'enfer, c'est publié chez Pika, et c'est le premier que je parle publié chez Pika. Et bah, en vrai, franchement, c'est un shoujo. Et je lis très peu de shoujo, mais franchement, j'ai adoré. Ah, c'est pas très bien. Enfin, en vrai, si j'aime beaucoup, et je trouve qu'il y a des petites qualités sympas, mais c'est pas formidable. Mais franchement, en vrai, ça se lit assez facilement. En gros, pour faire simple, vraiment, le résumé, on se prend pour le spoiler vu que bah, c'est pas là vraiment, c'est pas important. C'est une lycéenne qui vient faire ses études, je crois, c'est à Tokyo, je me rappelle plus de la ville, donc en tout cas à la grande île, et qui va vivre en coloc avec avec des gens qui étaient déjà présents parce que son oncle tient à une grande baraque où il y a une coloc. Voilà, c'est ça l'histoire. En vrai, c'était assez mignon. Franchement, j'ai bien aimé. Ah putain. J'ai même pas envie de continuer parce que franchement, c'est pas fou, c'est pas formidable, mais ça se lit tout seul. L'histoire, elle est là. Franchement, en vrai, j'ai vécu un peu en coloc et tu fais, c'est complètement irréaliste. Si t'as vécu en coloc, tu fais, mais non, ça se passe pas comme ça. Même au Japon, je parie que ça se passe pas comme ça. Là, chez eux, c'est propre de fou, alors que dans une coloc, tout le monde le sait. Il y en a un qui se casse les couilles pour faire le rangement pour tous les autres. Ah putain. Et voilà, c'est. Mais en vrai, l'histoire, les personnages ils sont mignons, tout ça, ça se lit tout seul. Je vous le conseille. Je sais pas quoi trop. Je peux pas trop vous dire d'autre chose. Je sais que j'irai acheter la suite, mais. En fait, le justificatif, il est simple, c'est que vu que j'ai lu des shonen neketsu tout pourris et vraiment nuls, mais juste parce que bah il y a des trucs qui me parlent dedans et je trouve ça toujours rigolo, je vois pas pourquoi je devrais me priver d'un shoujo un peu moyen. Voilà, donc je sais que j'irai acheter la suite. Après, c'est vraiment très personnel. Donc, on va en passer sur un très très vite, Neuro. Neuro, en fait, c'est. Disons que j'ai du problème avec le gore, donc Neuro, ça parle d'enquête et de meurtre, donc j'ai eu un peu de mal, vu que c'est très graphique. Mais en vrai, c'est. Franchement, graphiquement, c'est assez fort dans. C'est pas toujours ultra beau, mais quand je dis beau, comprenez bien dans le sens bien dessiné, plus dans ce sens-là et toujours en accord avec le style. Mais dans les moments, il y a vraiment des moments graphiques qui sont ultra cool, dont les moments des meurtres, où franchement c'est ultra bien dessiné. Les manières dont enquête le personnage principal, bon bah c'est ultra glauque, mais c'est ultra bien. En vrai, je vous le conseille. Franchement, si vous aimez un peu le soft gore et que vous voulez voir des trucs un peu d'enquête policière, franchement, allez-y. Moi, j'ai toujours un problème avec les films, les séries, les livres d'enquête, même si je trouve dans les livres ça passe toujours mieux. C'est que très souvent, en fait, le personnage il s'arrête sur un point. Déjà, le premier problème que j'ai, ouais, c'est que le personnage, genre, il fait donc ça, donc ça. Là, par exemple, dans le manga, donc, tu te trouvais en zone fumeur alors que t'aurais pas dû t'y trouver. Et on voit que t'as pas fumé de clope. Et très souvent, moi, dans ma tête, je fais. Ça ne fait aucun sens. Peut-être qu'elle est arrivée là, il y avait trop de monde et qu'après elle est restée. Peut-être qu'elle est arrivée là, elle n'a pas vu que c'était une zone fumeur. Ça dépend des gens. Donc voilà. Et deuxième point, et là je crois que dans Neuro c'est pas trop le cas et j'en suis plutôt content. C'est que l'intelligence des personnages varie très souvent d'un besoin scénaristique à l'autre.
Par exemple, je vais parler de Elementary. Elementary que j'adorais quand j'étais au collège, et que maintenant j'ai revu un peu, c'est pas fou. En fait, dans Elementary, t'as genre des moments où il est next level shit en déduction et en génie, et genre des énigmes à la con, où genre moi je fais non mais vas-y, tout le monde voit que c'est ça, alors fais pas chier. Tout le monde le voit, et bah il le voit pas. Et c'est de la merde, parce que si, quand tu veux que je croie que ton personnage il est next level shit niveau intelligence, si d'un seul coup son QI redescend à 4, moi je veux bien que genre son QI il soit à 180, mais si tu me le fais descendre à 4 d'un coup, moi je veux plus y croire, je vais juste dire c'est un débile. Voilà, c'est mes plus gros problèmes. Après il y en a un, mais c'est plus en plus rare. C'est que d'un épisode à l'autre, en fait, c'est la même histoire. Mais là, je vais citer la saison 2 d'Elementary, c'était full ça. C'est-à-dire que dans Elementary saison 2, ils pensaient avoir trouvé le coupable. Ils rentraient chez la personne avec qui ils pensaient qu'ils avaient trouvé le coupable. Ils rentraient par effraction. Et genre, ils découvraient le cadavre. Voilà! Et genre en fait on découvrait que le coupable c'était pas lui et qu'au final c'était une personne qui était au tout début de l'histoire et qui avait l'air sympa. Et franchement ça me gonfle ce genre de truc. Voilà. Donc on va passer tout de suite à Princesse Sakura. Et bah la Princesse Sakura c'est un shoujo publié chez Glénat. Putain, un euro publié chez Glénat, j'avais oublié de le préciser. Donc Princesse Sakura publié chez Glénat. Et bah en vrai franchement c'était... Tout le début était très chiant et long. Mais il y a un twist que je ne vais pas vous gâcher qui fait prendre une toute autre saveur au manga. Bah c'est cool. Je sais pas si je vais lire la suite, mais dans tous les cas, savoir que d'un seul coup tu peux avoir un twist scénaristique de la sorte, franchement moi ça me va. Très honnêtement, allez juste lire le tome 1 si ça vous donne envie, parce que le problème c'est que si je devais dire c'est quoi le twist, ça pourrait vous gâcher, je pense, 70% de l'intérêt du truc. Mais en vrai, c'est plutôt sympa. Donc, très clairement, je vous le conseille. Et mais uniquement pour ce twist scénaristique qui fait prendre une toute autre saveur. Voilà, donc si vous voulez le lire, allez le lire. Vraiment, là, je vais m'arrêter là, mais bon, on va passer tout de suite au suivant, et qui est l'avant-dernier, et qui est publié chez Pika, qui est Eden Zero. Alors, Eden Zero, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un manga publié, enfin, qui a été fait par Hiro Mashima. Hiro Mashima, qui est l'auteur, entre autres, de Fairy Tail. Et vu que vous ne me connaissez pas, parce que c'est ma première vidéo, vous ne connaissez pas mon point de vue sur Fairy Tail, qui pourrait être résumé par... En somme, très simplement, parce que Fairy Tail, c'est mon deuxième manga, après One Piece. Là où One Piece, je trouve que c'est toujours extrêmement intelligent et qui a des trucs ultra bien, dans Fairy Tail, je ne pourrais pas tenir les mêmes propos. Et ça, par contre, je suis sûr et certain qu'un jour, je ferai une vidéo dessus, pour expliquer quels sont les problèmes de ce manga. Mais on va pas parler de Fairy Tail, même si à un moment ou à un autre, on va être obligé de reparler des œuvres d'Hiro Mashima, parce qu'on va devoir parler de sa fainéantise. Voilà. Et bah, là où c'est intéressant, ce manga, c'est que... Bah, t'as des petits... Franchement... C'était plutôt sympa. En vrai, genre, on te fait au début une promesse qui, par la suite, est un chouïa brisée, qui, par la suite, est encore plus brisée, mais c'est pas... Je devrais pas dire brisée, c'est-à-dire qu'au début, on te fait une promesse de... Tu vas découvrir un monde, puis on te dit... En fait, c'est pas un monde, c'est une galaxie, puis on te dit... En fait, c'est pas juste une galaxie normale, c'est une galaxie un peu magique. Et franchement, c'est ultra cool, je trouve. C'est... Et en vrai, je voudrais juste m'arrêter là, parce que il y a des moments assez touchants dedans. Je trouve que il y a... Je vais dire un truc que je ne pensais jamais redire de ma vie. Hiro Mashima ose tuer des personnages. Bon, là, on est au tome 1, mais quand même. C'est un truc qui n'est pas arrivé, je pense, depuis Rave, maintenant, parce qu'il a ressuscité quasiment tous les personnages de Fairy Tail, et je m'en bats les couilles de vous spoiler, parce que très clairement, c'est de la merde. Mais... Putain, là ça me fait plaisir. Là c'était un truc cool et scénaristiquement, vu la fin du tome 1, et bah en fait il y a une promesse qui est plutôt intéressante. Donc très clairement, je vous le conseille. Mais je voudrais que m'arrêter là, tout simplement comme je vous l'ai dit, j'aurais voulu. Sauf que là encore, on est encore arrivé sur les mêmes problèmes.
c'est un peu une feignasse. Et là, moins que d'habitude, parce qu'il y a 2-3 idées qui le font différer, mais genre comme d'hab, et j'en peux plus, c'est encore des putains de swap color, ces personnages. De ces autres précédents mangas. Attends, je vais vérifier même si c'est même un swap color d'un de ces mangas ou si c'est pas juste le même perso. Et là, dans ce cas-là, je peux même pas dire que c'est un putain de swap color parce que c'est le même personnage que dans Monster Hunter Orage. C'est-à-dire, c'est un personnage qui a le chara design de son premier personnage de Rave. Je crois qu'il s'appelle Printemps. Ou Hiver. Ou Automne en japonais. Bref. Et c'est un putain de swap color, là encore. En gros, pour faire simple, il prend les mêmes designs de ses persos. Hop. Il leur met une nouvelle couleur de cheveux. Le swap color de cheveux. Ou même, encore, même pas. Parce que genre, Lucie, même design depuis longtemps. Erza, même design depuis longtemps. Voilà. Là, vous allez me dire peut-être, je suis dur. Et je devrais juste accepter. Mais non. Putain. C'est un putain de nouveau manga. Merde. Alors, je sais bien... Encore des personnages comme Plouf ou Happy, c'est ses mascottes personnelles. Plouf, je l'accepte d'autant plus parce que c'est depuis son premier manga, et genre ça fait une petite référence. Mais putain, les autres, bordel, là c'est juste de la flemmardise absolue. Et encore, il y aurait que les personnages, on pourrait dire il a la flemme un peu avec le chara design, mais putain, il y a des plans dedans où en fait c'est des quasi-repompes de Fairy Tail. Genre... Il y a un plan dans le début de l'histoire, elle rentre dans un royaume, et genre, il y a le nom du royaume qui est écrit dans une forme un peu arrondie. Et bah, j'ai été vérifié, c'est putain d'exactement quasiment les mêmes formes que sur le premier tome où Lucie rentre dans la guilde de Fairy Tail, de vue extérieure. Et c'est nul, parce que ça fait gâcher vraiment quelque chose. Et ça me rend triste, en vrai, sincèrement. C'est pas... En vrai, mis à part le fait qu'il est toujours un peu fainéant, que je sais très bien que plus l'histoire va avancer, plus ça va me décevoir, j'ai un peu envie de continuer parce que Hiromashima, c'est le deuxième mangaka qui m'a fait aimer le manga. Et même si j'ai tous ses défauts, je trouve qu'il y a des idées qui sont plutôt intéressantes, il y a des passages bien, et que je me demande, est-ce qu'il va encore de nouveau avoir les couilles de faire un truc comme Rave, sachant que Rave... c'est, comment dire, quasi l'exact inverse de Fairy Tail en un sens, parce que Rave, c'est pas genre, on va tuer ce personnage, c'est, t'aimes bien ce personnage? Adieu. Et j'espère, je demande pas que genre, il bute tous ces personnages, je demande juste que il tienne ses promesses. S'il nous dit un personnage va mourir, il meurt. Et franchement, j'ai hâte de voir ça. Je sais que je vais lire parce que ça m'intéresse pour une fois. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur Eden Zero. Et on va passer tout de suite au dernier que je n'avais pas noté sur mon téléphone. Donc, je connais le nom. C'est Night of Sidonia. Et je l'ai lu là maintenant, il y a 1 heure. Vu que ça dure un peu longtemps. Et Night of Sidonia. J'avais déjà écouté de nom. J'avais déjà entendu parler, mais je ne m'étais jamais approché, et je m'en suis rendu compte en même temps que je lisais le manga que je connaissais le nom, en fait. Et ben en vrai, c'était cool. Mais disons, j'ai beaucoup de mal après à dire autre chose pour l'instant, parce que le manga, je saurais pas trop comment le formuler, mais disons que, je dirais que ça fait pas de cadeau, mais c'est pas exactement ça le propos que je voulais dire. C'est disons que, narrativement, c'est vraiment par petites pincées ce que tu sais. C'est genre, t'arrives comme ça. En fait, tu prends vraiment le point de vue du personnage principal. C'est-à-dire que le personnage principal, il arrive dans un monde qu'il connaît pas. Il est complètement paumé, genre il découvre d'autres trucs. On est placé au même truc que lui, c'est-à-dire qu'on découvre peu à peu. Et bah c'est plutôt sympa. Genre, franchement, graphiquement, t'as des vrais trucs visuels ultra, ultra, ultra cool et bien faits. Et franchement, c'est rare. Et aussi, genre, mis à part visuellement, même en termes juste d'univers, dans l'univers auquel ça se passe. Et je vous dis strictement rien parce que allez le lire, franchement, c'est cool. Et bah, même là, en plus, c'est ultra cool parce que, genre, il y a des petites idées, genre création d'un troisième sexe, photosynthèse. Et bah, c'est quand même ultra bien. Et c'est ultra intéressant. Je vous conseille franchement ce manga. Mais par contre,
Le seul truc, c'est que si vous voulez absolument connaître tout directement de A à Z, c'est pas du tout fait pour vous. Là, c'est un manga qui est plutôt basé sur, en gros, tu es le personnage principal, t'es aussi paumé que lui. Si lui, il sait pas quelque chose, tu ne le sauras pas, ou alors tu le sauras, mais quelques minutes en avance, avant que tout le monde le sache. Mais là, c'est là où est c'est là où c'est ultra bien parce que c'est un manga qui prend des proportions un peu dantesques, voilà, mais qui s'intéresse plus à ces personnages, à leurs relations, tout ça. Donc c'est cool. Franchement, je vous le conseille. Et bah écoutez, je vais arrêter cette review ici. Elle a duré un peu plus longtemps que j'aurais cru. Je vais en refaire une, je pense, à la fin de cette période de libre accès de manga, pour faire un peu un débrief de tout ce que j'aurais lu après ça. Et voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ce premier podcast vous aura plu. C'est mon premier, donc c'est perfectible. J'ai essayé de faire de mon mieux, sachez-le. Et voilà, je vous souhaite passer une bonne fin de journée.